Découvrir une ville, c'est un peu comme découvrir l'autre. À Istanbul, le Bosphore, les bazars, la basilique Sainte-Sophie accrochent en premier les yeux et le cœur des touristes. Puis viennent les hammams, les petits bars cachés, les échoppes secrètes et on rencontre l'âme de la ville, ses habitants. Quand elle visite Istanbul pour la première fois, Camille tombe instantanément sous le charme de la cité. Les sons, les lumières, les odeurs la poussent à revenir le plus souvent possible en Turquie, jusqu'à être confrontée à ses plus terribles secrets. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 248, un témoignage recueilli par Sarah Koskiewicz. J'ai 20 ans, je suis étudiante en Sciences Po et je prévois de faire un master journalisme l'année suivante. Et à Sciences Po, cette année-là, tout le monde part un semestre ou un an à l'étranger, en Erasmus ou en dehors de l'Europe. Et moi, j'ai prévu d'aller à Istanbul, à l'université de Galatasaray. Il y a 2 places pour les journalistes. Finalement, je change d'avis et je choisis de faire un double master avec une école de commerce qui va me spécialiser en économie et donc me faire devenir journaliste économique, mais qui implique que je parte plus à l'étranger, que je fasse plus ce séjour à Istanbul. J'ai un ami en master journalisme avec moi qui va y aller et moi je vais rester en France. Donc je suis un peu frustrée de ça. J'ai jamais voyagé vraiment très loin. Donc je me dis que je vais quand même aller rendre visite à un de mes camarades, et donc j'organise ce voyage où il m'héberge dans sa colocation, ce qui me permet de quand même découvrir Istanbul. Je suis en couple avec un garçon et on a une relation assez, fusionnelle et passionnelle, on peut dire. On sort beaucoup, on boit beaucoup et souvent quand on boit, on se dispute. C'est arrivé que, par exemple, à la fin d'une soirée, on se dispute et moi, je sais juste que je lui cours après dans l'appartement avec un couteau. C'est une relation plutôt sérieuse, en tout cas, c'est acté qu'elle est exclusive et qu'on se doit, fidélité. Donc quand je pars à Istanbul, je me dis que je vais pas déconner, quoi. Que je vais pas, me laisser aller à des aventures, des petites histoires de vacances et cetera. Et ça me tient à cœur vraiment de conserver ça. J'arrive chez mon pote à Istanbul, lui, il vit dans une grande, colocation dans le quartier de Beşiktaş et il y a plein d'étudiants, du monde entier qui vivent avec lui, donc ils sont 4 ou 5, et il y a des Anglais, il y a des Turcs, il y a des Français et lui, donc il va à l'université de Galatasaray, la journée, il est en cours et moi, j'en profite pour, visiter la ville. Tous les jours, j'ai, une liste de choses à manger et j'adore, Istanbul, ça me plaît trop, de me balader dans cette ville. Je me balade toute seule, je prends des bus, je vais dans les différents quartiers. J'aime trop, le fait que ce soit au bord de l'eau, qu'on prenne des bateaux comme si c'était des bus, qu'il y ait, le bruit des mosquées, les couchers de soleil qui sont incroyables et j'ai une liste aussi de friperies, parce que j'aime bien quand je voyage, aller dans les endroits où on vend de la seconde main. Pour moi, les fripes, c'est une passion parce que j'ai une maman qui adore, les brocantes, qui m'a toujours traînée dans les vides-greniers. J'aime bien dire que je suis née dans un bac à 2 €. Une maman qui m'a donné le goût, des bibelots, des fringues, du fait de, tomber sur des trouvailles, quoi. Et ouais, après d'être fière de ces petits trésors, qu'on a dénichés, c'est surtout ça. À Istanbul, il y a une grande friperie qui est dans le passage de Syrie, en sous-sol. Donc, un passage, ça ressemble au passage, qu'on peut voir à Paris avec, des lampes, un plafond arrondi, des voûtes. Donc j'entre dans ce passage et ensuite il y a des escaliers qui descendent, dans cette grande fripe qui est donc, en sous-sol, mais vraiment étendue. Il y en a de partout. C'est un dédale de portants, d'objets de déco aussi. Il y a des affiches, de films porno turcs des années 70. Il y a des vieux téléphones, des abat-jours à franges, et donc moi, je cherche une veste, en daim et il y a un mec, turc qui m'aborde et qui me demande, en anglais, ce que je cherche, ce que je fais là, et on commence à discuter. Il me propose de boire un café et en fait, ce mec, il travaille, comme coiffeur dans la friperie. Il a un tout petit salon de coiffure qui est, dans un recoin de la friperie et qui est pareil, décoré tout vintage. Donc on s'installe dans son salon et il me fait un café turc et puis on discute comme ça, avec nos pauvres anglais, pas terribles et puis, je sais pas s'il me drague, mais j'aime bien, bah, le fait qu'on prenne le temps de boire le café, de parler avec quelqu'un, de stambouliote.
Je voudrais, qu'on recoupe ma frange et donc il me donne un rendez-vous pour le lendemain pour, me recouper ma frange. Donc j'y retourne le lendemain. Donc il recoupe, ma frange et ce jour-là, dans son salon, il y a une amie à lui, allemande, qui est là, qui passe le voir, ils s'échangent des nouvelles, nous on se rencontre, on fait connaissance et puis qui repart. On se lie encore un peu plus, d'amitié et il me propose, de sortir avec lui et ses amis, dans Istanbul, un soir. Donc j'accepte, je suis assez contente de faire ma petite aventure, sur le côté. Je dis à mon pote que je vais revoir le coiffeur, À la fois, je sais qu'il me plaît un petit peu, donc je me dis de faire attention et de pas déraper pour pas tromper mon chéri de l'époque. Et puis je le rejoins avec ses amis, sur une place où il y a plein de cafés, de bars. On boit des verres et voilà, on passe une bonne soirée, on discute, c'est agréable d'être avec, des gens qui connaissent la ville. C'est toujours un petit défi d'arriver à infiltrer justement le réseau local, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et qu'en général je réussis, quoi. Après avoir bu des coups, il m'emmène, dans un appartement qui est pas chez lui. On lui a prêté cet endroit, c'est un grand appartement, un peu comme les appartements parisiens, avec des hauts plafonds, du parquet. C'est assez vide. Il y a pas tellement de meubles, il y a un canapé. On est sur ce canapé et il tente un rapprochement, physique. C'est un peu risqué de ma part d'être là en soi, donc je navigue pour, arriver à poliment, m'extraire de toute situation qui pourrait déraper, quoi, et je lui dis que je vais rentrer. Je suis assez jeune à ce moment-là, donc je pense que j'ai du mal à mettre des limites ou en tout cas que j'ai peur de vexer, de pas être polie, d'envoyer les mauvais signaux. Ce qui impliquerait que si je suis là dans cet appartement, seule, avec lui, c'est que j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Donc après, c'est compliqué de défendre, mon cas en disant: «Non, mais en fait, merci, mais j'ai un copain». Je me dis à ce moment-là que je joue trop avec le feu en tout cas et qu'il faut couper court. Il insiste un peu, mais j'arrive à maîtriser la situation et je repars, sans avoir, de bisous interdits. Il me reste plus beaucoup de temps, à Istanbul. Je retourne le voir, une dernière fois à la friperie. On n'échange pas vraiment, nos contacts, on se dit au revoir et c'est la fin de mes vacances et j'ai adoré Istanbul et je rentre, en France à regret. J'ai tellement aimé, cette ville que je convainc des amis à moi d'y retourner pour fêter le nouvel an qui est, quelques semaines plus tard et quasiment, en rentrant en France, je rebook un billet, pour repartir, faire le 31 à Istanbul et je suis ravie. Ça me console du fait d'être rentrée et ça me donne, la perspective d'y retourner et ça m'a vraiment séduite, quoi, donc je suis ravie d'y passer encore du temps et de pouvoir y aller avec mes amis. Quand je rentre, ça se passe plus très bien avec mon mec. On est à distance à ce moment-là, on vit pas dans la même ville. On échange beaucoup par mail et la relation, bat de l'aile, quoi. Je lui dis que je vais repartir à Istanbul. Il est un peu vexé que je fasse ma vie de mon côté. Dans nos échanges de mails, ça revient souvent qu'il me dise, qu'il a l'impression que il me suffit pas, que j'ai trop besoin de nouvelles aventures, de nouveaux horizons et qu'il a peur, que notre relation, me suffise pas, en fait. Et puis, il va me quitter juste avant que je reparte à Istanbul. Donc je pars avec 2 amis, à moi pour, la deuxième fois à Istanbul. On est très excités, je filme tout notre vol, une copine retrouve pas sa valise à l'arrivée, il nous arrive plein d'aventures, On va toutes, s'installer dans la grande coloc, de mon pote. On tombe tous malades, les uns après les autres. On attrape une espèce de gastro, mais fulgurante, qui dure que 24 heures et chaque jour, il y a quelqu'un de nouveau qui est malade. On se le refile entre nous et chaque jour, il y a quelqu'un qui peut pas aller faire les visites de monuments et parce qu'il est au fond de son lit. On est très contents d'être là. Moi, je suis contente de pouvoir, faire découvrir ça à mes amis. On fête le 31. Tout le monde se lie, notre bande se lie avec, la bande, de notre pote sur place. Il y a d'autres amis, français, belges qui sont venus aussi voir d'autres gens de la colocation, donc on est vraiment une grosse bande et on fait le 31, tous ensemble. On mélange les groupes en tout cas et ça se passe très bien. Au début de ce deuxième voyage, je décide, d'aller, surprendre, le coiffeur dans la friperie et d'y retourner, sans le prévenir. Je le trouve, dans son salon de coiffure.
Il est content de me voir. Moi aussi, je suis contente de l'avoir trouvé parce que c'était pas non plus garanti qu'il soit là, même si ça fait pas très longtemps qu'on s'est quittés. Mais je suis contente que mon plan ait marché et cette fois, je suis célibataire et il me plaît toujours, donc je me dis qu'il va peut-être pouvoir se passer quelque chose. Donc on se dit qu'on va à nouveau passer du temps ensemble, qu'on va sortir, boire des verres. Moi, j'en parle à mes amis et je fais ma vie, de mon côté. Je leur dis: «Je vais voir le coiffeur», je suis toute contente, et je le retrouve, pour aller boire des coups dans Istanbul. On se promène, il m'emmène, chez lui, je découvre chez lui cette fois-ci. On s'embrasse assez rapidement, là j'ai plus de contraintes donc je peux vraiment pour le coup, vivre mon histoire, de vacances. Chez lui, il fait très froid. C'est pas fermé partout. C'est assez, c'est pas insalubre, mais c'est assez, rustique quand même. On doit dormir sous une couverture, chauffante, parce qu'il fait quand même froid, l'hiver à Istanbul et il me montre, sa collection de lunettes vintage qu'il garde dans une valise vintage. Il me fait voir le film Grise que j'ai jamais vu, ça le scandalise. Il m'emmène dans une soirée, swing où il y a plein de jeunes, stambouliotes hyper bien lookés avec des coupes de cheveux rétro, des costumes, qui dansent le swing. Je trouve ça incroyable. On traîne pas mal avec, un ami à lui qui fait partie de ces danseurs de swing et qui est très, très stylé aussi. On est sur un rooftop et je les prends en photo tous les 2. On dirait vraiment 2 gravures de mode, et encore une fois, ça me fait hyper plaisir de me sentir infiltrée. Il m'emmène, dans le petit snack, qui ferme pas la nuit, et des endroits comme ça que j'aurais pas pu découvrir, par moi-même. On passe, 2 ou 3 soirées ensemble et à chaque fois, on rentre, chez lui et on couche ensemble et c'est super. Jusqu'à un soir où on boit, beaucoup. En rentrant chez lui, on se dispute. Je sais pas vraiment pourquoi, on est assez alcoolisés. Lui, c'est quelqu'un quand même d'assez sanguin. Moi, je peux partir, dans les tours assez vite aussi. En tout cas, il y a un moment de la dispute où ça monte d'un cran et il me met une gifle. Je réagis pas vraiment. Je me dis que je l'ai provoqué, que j'ai trop bu, qu'on a trop bu. À la fois, c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé dans d'autres, relations, mais c'est arrivé dans d'autres relations que qu'on se dispute vraiment violemment, qu'on se secoue un peu physiquement. J'ai déjà vécu des relations où c'est quand même plus violent que ça ne devrait l'être et là, la gifle, bah, je sais pas, elle passe, quoi. Lui, il va dans le sens de: «Je l'ai provoqué». Il s'excuse pas vraiment. Cette gifle coupe, la dispute et lui est pas particulièrement choqué par son geste. Moi, je suis sonnée, mais je suis ivre. Finalement, oui, c'est le point culminant qui fait redescendre la tension et ensuite on se réconcilie et on va se coucher et je reste dormir avec lui et on fait l'amour, et le lendemain, c'est comme si rien ne s'était passé. On passe donc une super semaine avec, les copains, on visite plein de trucs, on loue des vélos, on va sur une île, on passe des super vacances et au moment de rentrer, je vais le voir à nouveau, dans la friperie et il est assez triste, que je parte et moi aussi, on est triste, de se séparer. Il m'offre, un cadeau, il me donne quelque chose dans un sac et il me dit: «Tu regarderas plus tard». Je repars de la friperie, je vais prendre un bus pour aller chez mon pote, faire ma valise et dans le bus, je déballe le cadeau et en fait, c'est une très jolie robe, vintage, verte avec, des dentelles noires que j'avais vue dans le magasin. Il savait qu'elle m'avait plu et il me l'avait offerte. Ça me fait très plaisir et je rentre en France, avec ma belle robe vintage. Je rentre en France encore plus amoureuse d'Istanbul et je me dis que je vais peut-être y vivre. Je commence à prendre des cours de turc. Je me dis que je vais retourner à Istanbul, donc que je vais revoir le coiffeur. On s'est échangé nos Facebook et donc on continue, d'échanger par Messenger. Je suis pas amoureuse ou je m'emballe pas plus que de raison, mais je suis contente, de garder le contact avec lui. J'ai passé des bons moments avec lui, à part la gifle, mais je crois que j'y repense même pas trop. Je pense que j'ai honte, en fait. J'en parle pas forcément à mes amis, et j'élimine un peu cet élément de mon esprit.
On continue à discuter sur Facebook, je lui parle de mes projets de revenir à Istanbul, il est content. Mais parfois, il y a des formulations qui me mettent mal à l'aise dans ces messages où tout de suite, la conversation, part sur un truc très sexuel, de manière assez abrupte, et je me dis: «Ah, c'est pas chouette quoi comme conversation». C'est un peu brutal, où on est en train de se donner des nouvelles et puis d'un coup, c'est: «J'ai envie de te baiser». Ça me met mal à l'aise, mais je laisse couler et je suis un peu gênée en mode: «Ha ha», mais de plus en plus, je commence à me dire qu'on n'a pas trop d'intérêt à rester en contact, quoi, et que les conversations qu'on a sont pas forcément sympas. Quelques mois après mon retour, je vois sur, son Facebook des photos de son mariage. Il est dans une mairie en train de signer des papiers avec, une dame en blanc qui est son épouse et ça me paraît hyper étrange. Enfin, je suis super surprise parce que cette fille, il a pas dû la rencontrer il y a 3 mois. Ça veut dire qu'il la connaissait au moment où moi j'étais à Istanbul. Il m'en a jamais parlé, je l'ai jamais vu. Aucun de ses amis n'a précisé qu'il était déjà en relation avec quelqu'un. Là, je suis assez surprise de le voir se marier. Je lui en parle, sur Facebook. Je lui demande quoi: «Waouh, tu t'es marié quoi?» Et il me fait: «Ouais, ouais, avec une américaine», Je dis: «Bah, OK, félicitations». Je me dis qu'il est un peu fou à ce moment-là, je comprends que c'est un cran de folie au-dessus de ce que j'imaginais. Pour lui, c'est normal: «Ouais, voilà, je me suis marié, mais j'ai toujours envie de te ken». Et ça repart dans ce truc, vicieux direct, un peu violent, quoi. Et là, ça me dégoûte un cran au-dessus parce que ça me dégoûte que tu me dises ça alors que tu es marié, en fait, et donc petit à petit, moi, je prends mes distances, on parle de moins en moins. Je réponds plus forcément tout de suite aux messages. Je laisse, de plus en plus de temps entre nos échanges, je réponds pas forcément à ses questions. Plusieurs fois, il va me dire, «Hello, ça va?» Je réponds pas et nos échanges s'arrêtent sur un bitch de sa part. En septembre 2014, ça fait donc 1 an qu'on ne discute plus et son amie allemande que j'avais rencontrée dans le salon de coiffure me contacte sur Facebook. Elle m'envoie un message en me disant: «Écoute, je pense que c'est toi que j'ai rencontré dans le salon du coiffeur». Elle me dit, «C'est son procès. Il a tué sa femme et on a besoin de témoignages qui pourraient prouver qu'il a été violent, auparavant». Sur le moment, je sais pas comment réagir parce que c'est loin de moi géographiquement et dans le temps. En fait, c'est très choquant, quoi, d'apprendre ça et c'est très violent, et j'ai l'impression que je devrais être plus choquée et à la fois, il y a ce truc de pas être totalement surprise. Ça vient comme un peu confirmer mon intuition que effectivement ce mec était pas net et qu'il fallait s'en éloigner et que ce que je ressentais, tout le malaise que je pouvais ressentir, à son contact ou en discutant avec lui était légitime. Et l'acte, en lui-même, bah, est terriblement choquant, mais presque j'aurais préféré que ce soit plus surprenant, quoi. Presque j'aurais préféré être comme les voisins des serial killers dans les documentaires, dire, «Bah, alors là, on s'y attendait pas du tout, qu'est-ce qu'il était gentil». Mais pour le coup, on pouvait s'y attendre et elle m'écrit pour me demander s'il y a eu des précédents de violence. Oui, effectivement, moi, une fois, en rentrant de soirée, au cours d'une dispute, il m'a giflé. Quelques mois plus tard, elle me tient au courant, elle me réécrit pour me dire que lui va plaider, la folie, qu'il était pas responsable, de son acte. Entre-temps, moi, j'ai googlé aussi, pour, essayer d'en savoir plus. Je trouve, un article en anglais où, il est en photo, menotté, encadré par des policiers avec, une veste sur la tête, bah, là, on est dans le fait divers, quoi. Et il y a des photos de sa femme en une de l'article et il y a des extraits de ce qui doit être, une déposition à lui, où il précise qu'ils étaient alcoolisés, qu'ils sont rentrés chez eux, ouais, après une soirée où ils ont beaucoup bu, que le ton est monté, qu'il l'a soupçonné de le tromper, qu'elle l'aurait provoqué
et donc il lui aurait mis une gifle et c'est là qu'il se rappelle, d'avoir un couteau dans la main et ensuite de voir, du sang qui sort du ventre de sa femme, quoi. Ensuite, ça m'est arrivé de googler à nouveau pour essayer de savoir où l'affaire en était et j'ai jamais rien retrouvé jusqu'à récemment. Je suis allée chercher en me disant: «Bon, le procès a dû avoir lieu. En fait, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître, le verdict» et récemment, je suis tombée sur un article qui reparle de l'affaire et qui précise qu'il a pris perpétuité, en fait. Dans l'article qui parle de son verdict, on en apprend aussi un peu plus sur, ce qui s'est passé le soir du meurtre. Ça raconte qu'ils sont rentrés chez eux, puis qu'elle est repartie, a priori voir son amant, qu'elle est revenue 2 heures plus tard en lui disant qu'elle était allée voir son amant et c'est à ce moment-là que ça aurait dégénéré. On apprend aussi dans cet article qu'en fait, il l'a poignardée 7 fois et qu'ensuite il a passé la nuit, dans la maison, près du corps avec, leur fils de 2 ans qui était, dans sa chambre juste à côté, en fait. C'était assez frappant qu'il y ait ce parallèle avec la gifle, qu'il y ait, juste avant le meurtre aussi une gifle et je me dis pas, «Ah bah, cette nana a accepté, la première gifle et donc ça a dégénéré». Ça m'a plus fait me dire moi: «Ma gifle à moi, elle aurait pu aller loin aussi». Il y a pas de petite, gifle, quoi. Même si quelqu'un qui gifle ne va pas forcément tuer, mais on est sur différentes facettes de la violence conjugale au final et aucune violence ne devrait être acceptable. Je pense pas que j'aurais pu briser le cycle de la violence. On n'est pas responsable, des actes de cet homme-là. Tout ce que j'aurais pu faire, je pense, c'est mettre fin à notre relation et me protéger moi. Est-ce que lui, ça l'aurait fait réagir? Est-ce qu'il se serait remis en question? Je pense pas. Je pense pas avoir une responsabilité dans la suite des événements. Finalement, j'ai pas de prise, là-dessus, mais tout ce que je peux faire, c'est, raconter ça aujourd'hui et du coup rappeler, ou apprendre à tout un chacun qu'il y a pas de petite violence, quoi. Cette histoire, elle s'est passée il y a plus de 10 ans et entre-temps, je me suis éveillée au féminisme, notamment. J'ai été éduquée sur ce que sont les violences conjugales, par exemple et avec le recul, bah, ça en faisait la gifle qu'il m'avait donnée en faisait complètement partie et aujourd'hui, c'est pas que je m'en veux de pas avoir réagi, mais je mesure, à quel point j'étais, pas éduquée là-dessus, pas en mesure de me dire, «Vraiment, c'est pas normal». Peut-être trop jeune et vulnérable, pour pouvoir dire: «Là, c'est la limite de l'acceptable». Rétrospectivement, c'est pas que je m'en veux, mais j'ai plus de la peine pour moi à l'époque, pour moi, de 20 ans, de pas avoir su, réagir, mettre des limites. Aujourd'hui, ça me paraît impensable d'accepter, un geste comme ça et aujourd'hui, je me dis qu'il y a pas de petite violence et aujourd'hui, je comprends que cette gifle, c'était de la violence conjugale. J'en ai même pas parlé à mes amis parce qu'il y avait un truc de honte aussi un peu. D'être dans des histoires sombres, quoi et que ce soit un peu ta responsabilité parce que tu as traîné dehors avec quelqu'un que tu connaissais pas et que tu l'as suivi dans un endroit que tu connaissais pas et j'avais plutôt de la culpabilité et aujourd'hui, j'ai plus un peu de la peine, quoi, pour, la petite Camille, de 20 ans. MeToo a aidé à prendre, conscience que c'était pas des violences acceptables, que c'était un phénomène aussi, général, en fait, quoi, que c'était pas des cas particuliers, que c'était genré, toujours des hommes vers les femmes et que c'était en nombre important, quoi, que c'était pas des exceptions, que c'était pas non plus des hommes, monstrueux, mais que ce sont des hommes qu'on côtoie, quoi, qui sont nos pères, nos frères, nos amis. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de d'incompréhension et de clichés, sexistes autour des violences conjugales. On culpabilise souvent les victimes, il y a toujours quand même ce discours de: «Mais pourquoi elles partent pas? Mais pourquoi elles portent pas plainte?» alors qu'on sait qu'en fait, il y a souvent des problèmes d'emprise psychologique, que les plaintes, elles sont pas toujours, bien reçues, ou on leur donne pas forcément suite. Déjà, le fait qu'on parle plus de crimes passionnels, mais de féminicide spécifiquement, ça montre qu'il y a eu une évolution et qu'on identifie mieux ce problème et qu'on le comprend mieux, quoi. Ça change quand même énormément de choses que ne serait-ce que dans la presse, on n'utilise plus le terme, crime passionnel, quoi, qui effaçait complètement,
La violence d'une part parce que, en fait, si c'était passionnel, c'était presque romantique et ça effaçait la dimension violente, de l'acte ou ça l'excusait, ça le minimisait en tout cas. Si c'est par amour, ça va et le fait qu'on emploie maintenant le terme féminicide, ça met aussi, en avant le côté genré, du problème. Aujourd'hui, je laisse plus entrer la violence dans mes relations, romantiques ou même, amicales ou familiales et de manière générale, je pense que j'ai fait un gros travail sur, à qui on fait confiance. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être très optimiste et et à me flouer, oui, un peu, aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à qui je fais confiance parce qu'on peut pas se fier aux apparences. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 248, un témoignage recueilli par Sarah Koskiewicz. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Sarah Koskiewicz. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.